C'est un quartier cossu de Chicago. Des maisons du début du siècle où vit la bourgeoisie, qu'elle soit noire ou blanche. La police, les tireurs d'élite sont au coin de la rue. Le président élu de l'Amérique est un heureux habitant. Premier signe de ce qui ressemble à un culte de Barack Obama, le pavillon du premier président noir du pays attire les amateurs de souvenirs. C'est un moment historique. On veut juste avoir une photo de ça. On sait bien qu'il ne va plus habiter ici, mais l'idée qu'il ait vécu là avec sa famille... C'est émouvant pour vous? À quel point? Ça n'a pas de prix. Cette Obamania est le nouvel oxygène de Chicago, la ville où le président élu a installé son équipe de transition. Pour mieux connaître Barack Obama, nous sommes d'abord allés à la rencontre de ceux qui ont couvert au plus près sa campagne électorale, les journalistes politiques américains. Ce jour-là, la conférence de presse du président élu s'achève. On nous laisse voir que les bribes de Barack Obama. On ne sait pas grand-chose de lui. Il contrôle sa communication de façon très serrée. Il n'a donné que quelques interviews depuis son élection, quelques conférences de presse et répondu à très peu de questions. Un président élu peut répondre à une quinzaine de questions, mais voyez, aujourd'hui, il y en a eu 4 ou 5. Il crée beaucoup d'événements autour de lui, mais on n'a toujours que des bribes et on ne sait pas vraiment qui il est. Quel a été le parcours personnel de Barack Obama? En 2004, ce jeune sénateur inconnu de l'Amérique est invité à clôturer le Congrès des démocrates. Il expose sa vision du pays et s'appuie pour cela sur son histoire. Je sais que mon histoire est un fragment de l'histoire de l'Amérique et que je suis redevable à ceux qui m'ont précédé. L'Amérique est le seul pays au monde où une histoire comme la mienne est possible. Barack Obama semble avoir toujours eu confiance en son destin. Comment le premier président noir des États-Unis s'est-il forgé une personnalité? Nous nous sommes mis dans ses pas pour rencontrer les témoins d'une histoire si singulière. Explorer la vie de Barack Obama, tenter de le comprendre, nous ramène toujours, qu'on le veuille ou non, à ses origines et à la question raciale. Le jeune Barack s'est longtemps cherché. Il est métis, et cette réalité n'a pas de fondement en Amérique, où l'on est soit noir, soit blanc. Barack Obama n'est pas un Afro-Américain typique. Sa filiation n'est pas celle d'un descendant d'esclaves. Barack Hussein est né d'une mère blanche du Kansas et d'un père africain du Kenya, venu étudier aux États-Unis. Ses parents divorcent quand il a 2 ans. Il ne reverra son père qu'une seule fois avant sa mort, le temps de cette photo. Élevé à Hawaï, puis en Indonésie où sa mère s'est remariée, il est ballotté entre plusieurs continents, entre le noir et le blanc. Aimé, choyé par ses grands-parents, mais avec un père absent. J'étais chanceux autant que c'était possible parce que je vivais à Hawaï. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs. C'était un environnement multiculturel et je n'avais personne à qui m'identifier en tant qu'adolescent africain-américain. Obama découvre ses racines africaines en se rendant au Kenya. Il a 26 ans. Dans le village de son père, il se recueille sur sa tombe, rencontre pour la première fois sa grand-mère et est initié à la famille par sa demi-sœur, Oma Obama. Il avait besoin de savoir d'où il venait, et plus encore, qui était son père. Et moi, j'étais le lien pour tout ça. Je connaissais toute la famille. Et j'avais des références occidentales. Et je pouvais lui expliquer les choses. Parce que venir voir la famille ici, c'est compliqué. Quand vous venez d'Amérique, les gens espèrent vous voir arriver avec des biens. Ils espèrent que vous puissiez aider tout le monde. En Occident, la famille, c'est les parents, les enfants et quelques cousins. Mais ici, c'est les parents, les enfants, les cousins et toute la famille élargie. Et il avait des gens qui venaient vers lui en lui disant « Hé, mon fils, bienvenue, mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?»
Il n'existe pas d'image de ce premier voyage. Celle-ci date de 2007. Obama est déjà sénateur. Il revient au village de sa grand-mère, accompagné par les caméras pour écrire sa légende. Lors de ma première visite, ma sœur Oma et moi-même avons pris un matatouille depuis Kisumu. Et j'avais des poulets sur les genoux. Tu t'en souviens? Oui. Et ensuite, j'ai eu des bébés qui ont pris la place des poulets. Ils étaient trempés. Oui, ils n'avaient pas été changés. En fait, c'était tout à fait différent. C'était un moment privé. C'était un moment privé où j'ai pu retrouver mes racines et comprendre qui était mon père et ce qu'avait été sa vie. Oma lui présente ses 8 demi-frères et sœurs, issus de mariage de son père musulman polygame. Elle lui décrit un homme rongé par l'alcool à la fin de sa vie, un fonctionnaire instruit en Amérique et revenu dans son pays avec des idéaux, changer le Kenya, combattre la corruption. Mais le père de Barack Obama, ses idées nouvelles sont rejetées. Son retour est un échec. Son fils ne l'oubliera pas. Durant son voyage en 2007, c'est à l'université de Nairobi que le sénateur ne mâche pas ses mots pour laver l'honneur de son père et condamner les dérives de l'Afrique. J'ai découvert qu'en dépit de son niveau d'instruction, la vie de mon père n'a été que déception. Ses idéaux sur le futur du Kenya se sont souvent heurtés au tribalisme et au copinage politique. Après son licenciement, il lui a été impossible de retrouver du travail pendant plusieurs années. J'étais en position de relayer certaines de ses idées. Et c'était important pour moi. S'il avait été là, il aurait sûrement été satisfait. Barack Obama a réglé les comptes de son père. Il était obsédé par ses origines. Son voyage en Afrique clôt un chapitre. Désormais, il est prêt à s'ancrer quelque part. Et c'est à Chicago qu'il rencontre celle avec qui il fêtera sa victoire de président en novembre dernier. Quel rôle Michelle Obama a-t-elle joué auprès de son mari? Michelle Obama, fille de descendants d'esclaves, élevée dans les quartiers populaires noirs de la 3e ville du pays. Issue d'une famille modeste, la jeune femme fréquente les meilleures universités, Princeton, Harvard. C'est une brillante étudiante en droit. L'une des camarades de lycée de Michelle Obama n'est autre que Santita Jackson, la fille du pasteur Jesse Jackson, figure historique de la cause noire. La radio dans laquelle elle anime des conversations intimes avec des célébrités affiche les photos de la lutte des Noirs. Des Jeux Olympiques de 68, à Malcolm X et Martin Luther King, des Black Panthers, au père de Santita, le pasteur Jackson. Amie du couple, marraine d'une de leurs filles, elle a été aussi l'une des témoins de leur rencontre. Elle a choisi ce jeune garçon qui avait une voiture brinque-ballante, des vêtements un peu râpés, mais quelqu'un qui avait des idéaux, quelqu'un qui ne regardait jamais la télé, sinon pour les infos, quelqu'un qui lisait beaucoup, ce qui la rendait perplexe. Mais ce qui l'a le plus impressionné, c'est qu'il lui a donné un rendez-vous charmant dans une réunion de quartier. Et elle s'est dit, mais ces personnes l'apprécient vraiment. Et lui, il aime ces gens. Et cela en dit long sur Michelle et Barack. Ils ont une vraie passion l'un pour l'autre. Avec Michelle et ses amis comme Santita, Barack Obama côtoie les grandes figures de la communauté noire. Son mariage lui apporte aussi un ancrage personnel. C'était un jeune homme qui avait beaucoup cherché le sens des choses, de la famille. Et c'est ce qu'elle lui a apporté. Ce socle qui lui a permis d'aller vers d'autres univers. Il est temps pour Barack Obama de construire son personnage public. Il intègre alors l'université la plus prestigieuse d'Amérique, celle qui forme l'élite du pays, la faculté de droit de Harvard.
C'est ici que Barack Obama va connaître sa première expérience politique. Le professeur Tribe a accueilli le futur président qui a été son étudiant avant de l'assister dans ses recherches. Je travaillais avec Barack sur la pertinence des thèses d'Einstein, sur l'espace et le temps dans leur relation avec la société et le droit. C'est un travail qui a été publié dans la revue de droit d'Harvard et republié plusieurs fois. Ça a été une de mes recherches les plus importantes. Il m'a beaucoup aidé et je mentionne d'ailleurs dans la première note de cet article toute l'aide apportée par Barack Obama. L'étudiant en droit arrive à Harvard à la fin des années 80. Le campus est alors secoué par des manifestations quotidiennes. La période où Barack était là était un moment de forte tension entre les étudiants qui avaient des vues différentes sur le droit américain, sur les questions raciales et sociales. Il y avait ici des manifestations, mais Barack ne s'est pas rallié à un camp ou à un autre. Il était plutôt celui qui voulait rassembler. Les manifestations opposent étudiants conservateurs et progressistes sur la question raciale. Faut-il plus de professeurs de couleur ou y en a-t-il assez? Obama se fait remarquer comme orateur. Ses interventions sont posées, appréciées de l'auditoire. L'étudiant ne prend pas de position radicale. Il cherche le consensus et la tactique va faire ses preuves. Sur le campus, il y a un événement politique majeur. L'élection du président de la revue de droit d'Harvard, un poste clé. La revue est l'une des plus prestigieuses au monde. Obama se présente à l'élection et l'emporte contre toute attente. Les conservateurs, comme les progressistes, ont voté pour lui. Il s'est rendu compte avec les réactions à ses discours qu'il avait une capacité à diriger des hommes et à gagner des batailles politiques. Ici, c'est un petit monde, un microcosme, un monde élitiste. Je ne veux pas exagérer son expérience à la revue de droit d'Harvard, mais ça a été un baptême pour lui dans ce petit milieu politique. Barack Obama devient le premier président noir de la revue de droit d'Harvard. Un événement national et l'occasion de sa première interview télévisée. Je suis très honoré. Mon élection illustre les progrès accomplis dans ce cercle restreint du monde juridique. Mais il ne faut pas oublier le monde qui nous entoure. Je sais que pour de nombreux enfants, les portes que l'on m'a ouvertes restent fermées. Barack Obama parle désormais comme un homme politique. Après Harvard, il aurait pu décrocher un poste bien payé à la Cour suprême, mais il rentre à Chicago pour entamer sa conquête du pouvoir. Tony Preckwinkle est membre du Parti démocrate. Obama est venu chercher son soutien pour se présenter à un poste de sénateur de l'État. Tony, reconnu à chacun de ses pas. Bonjour, vous allez bien? Salut, ça va? Dans cette ville, on fait de la politique à l'ancienne. C'est des relations très personnelles. C'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. C'est un peu notre sport local. Bonjour monsieur, ça va? Le quartier vote à 95% démocrate. La victoire d'Obama il y a 12 ans fut donc une formalité. Même dans les primaires, il n'avait pas d'adversaire valable. Ils avaient tous mal préparé leur candidature, pas assez de signatures. Alors pour lui, ça a été vraiment facile. Voici le mentor des débuts en politique d'Obama. Avec Ivory Mitchell, les apparences sont trompeuses.
Ce vieux sage, aux allures de retraité, est un conseiller qui fait et défait les carrières à Chicago. Il se souvient du jeune Barack. C'est le genre de gars à dire « Allez, allez, on y va, maintenant, maintenant ». Il est très énergique. Il veut toujours y aller. C'est pas vraiment le genre de gars patient. Obama trépigne. Il veut briguer un siège au Congrès à Washington et affronter cet homme, Bobby Rush, militant historique des Noirs à Chicago. Ivory Mitchell le met en garde. Il m'a dit « Je veux y aller contre Bobby Rush ». Je lui ai dit « Non, tu peux pas. Il y a maintenant d'autres candidats et les sondages ne sont pas bons. Bobby Rush est au plus haut. » Il m'a dit « Non, je vais tous les battre. » Je lui ai dit « Non ». Il y est allé et il a perdu misérablement. Il s'est fait triper. Barack Obama a voulu défier l'un des hommes les plus établis dans sa communauté. Face à Bobby Rush, soutenu par Jesse Jackson et les vieux militants noirs, Obama, peu implanté et sans expérience, ne fait pas le poids. Mais qu'a-t-il fait? Ça l'a fait réfléchir sur le fait qu'il allait trop vite et qu'il ne savait pas encore ce qu'était vraiment la politique. Il s'est peut-être dit qu'il aurait dû écouter un vieux conseiller qui était dans la politique depuis 26 ans. Les relations d'Obama avec les activistes noirs ont parfois été difficiles. Dans la campagne électorale contre Bobby Rush, un de ses opposants explique dans cet article qu'Obama est un blanc avec un visage de noir. Pas assez noir, trop élitiste, hautain avec ses frères de couleur, cette accusation est revenue en 2008, au début de la campagne présidentielle. Sur la chaîne Fox News, le micro du pasteur Jackson est resté ouvert. Tu vois, Barack, il est condescendant envers les Noirs, sur cette affaire de foi. J'ai envie de lui couper les Cet ami avocat d'Obama a été tout au long de ces années le témoin de cette méfiance des militants noirs les plus actifs. Beaucoup de ces militants noirs sont issus d'une génération qui a été marquée directement par l'histoire de leurs parents, qui ont vécu en victime de cette question raciale. Barack, lui, il a échappé à cela. Ce n'est pas son histoire. En tant que noir, bien sûr, il n'est pas détaché, mais il a une perspective différente. L'idée que la race est importante pour son identité, mais qu'elle ne définit pas toute sa pensée. La victoire d'Obama n'aurait pas été possible sans ceux qui l'ont précédé et qui ont lutté pour l'émancipation des Noirs. Martin Luther King et son héritier Jesse Jackson. Jackson, candidat malheureux à la présidentielle en 1984, il n'avait pas pu rassembler au-delà de sa communauté. Le 4 novembre dernier, ses pleurs ont fait le tour du monde, une émotion sincère, des larmes versées aussi sur sa propre histoire. Si Barack Obama s'est lancé en politique à Chicago, c'est parce qu'il connaissait bien cette ville. 3e mégapole des États-Unis avec ses 7 millions d'habitants, Chicago est coupée en deux. Au nord, les plus beaux gratte-ciel des États-Unis, un modèle d'architecture. Au sud, une immense banlieue de quartiers modestes ou très pauvres. L'un des plus grands ghettos noirs du pays, le South Side. C'est ici que Barack Obama choisit de vivre sa première expérience professionnelle en tant que travailleur social. Il a alors une vingtaine d'années. Jerry Kellman habite dans les quartiers nord, les quartiers blancs. Dans les années 80, il dirigeait un réseau d'églises impliquées dans l'action sociale. C'est lui qui recrute le jeune Obama. Même si Barack venait d'un milieu relativement privilégié et éduqué,
Il y a toujours des gens qui ont une façon d'exprimer leur dédain vis-à-vis des autres quand ils sont racistes et qui le communiquent. Et ça, il l'a éprouvé, rien qu'en marchant dans la rue. Il l'a vécu et il s'est mis à la place de ceux qui avaient souffert plus que lui de ce racisme ordinaire. Et cette empathie l'a poussé à vouloir changer les choses. Ce n'était pas tant de la colère que la volonté de refuser ces injustices. Recruté comme travailleur social, le jeune Obama va passer 3 ans sur le terrain, dans les quartiers, notamment dans l'extrême sud de Chicago. Nous sommes à Aldgate Gardens, une cité HLM très isolée du reste de la ville. Les loyers ne dépassent pas 30 € par mois. Obama s'est occupé des problèmes concrets de ses habitants. Marie est l'une des premières à s'être installée ici. En 1983, elle s'est battue avec Obama pour obliger la mairie à rénover les appartements. Nous avons tous travaillé ensemble. Je l'aimais bien, car on n'avait pas beaucoup de jeunes hommes qui voulaient faire ce boulot. Et quel genre de travail vous avez fait ensemble? Est-ce qu'il a fait du bon boulot? On a travaillé ensemble pour qu'ils enlèvent la laine de verre des greniers et qu'ils les ferment, car les enfants montaient là-haut pour jouer et ils descendaient en pleurant, en se grattant. Ils avaient la peau irritée. Alors on a travaillé pour qu'ils enlèvent tout ça et qu'ils condamnent les greniers. La fille de Marie occupe aujourd'hui le même emploi qu'Obama à l'époque. Elle aussi est travailleure sociale dans le quartier. Son bureau est tout près de ce mur où les habitants ont inscrit la longue liste de leurs disparus. Pas mal sur ce mur sont morts avant la quarantaine. Avant la quarantaine. À cause de la criminalité? Ils sont morts de cancer. Les drogues? On n'a pas tellement de morts liées à la drogue ici. Les gens sur ce mur sont morts de maladie. À l'époque, Obama s'est mobilisé avec les habitants sur les problèmes de pollution, d'environnement. Aldgate Gardens a été contaminé pendant des années par la métallurgie toute proche. On est entouré d'industries. On n'aurait jamais dû nous mettre là, mais parce qu'on est des Afro-Américains et ils ont construit cet endroit pour que les vétérans noirs de la Deuxième Guerre aient un endroit pour se loger quand ils rentraient. C'est pourquoi ça ressemble à une base militaire. Obama n'a rien changé ici alors quand il est venu. La situation a empiré, mais il a l'air de vouloir se battre. Il nous comprend, mais là, il a une crise à gérer. Il ne peut pas se pencher juste sur nos problèmes. L'économie va vraiment mal. Pendant ces 3 années, c'est un groupement d'églises qui salarie Barack Obama pour son travail social. Il passe la semaine à s'occuper du quotidien des habitants et le dimanche, il assiste au culte dans les communautés. Le pasteur Alvin Love a été l'un de ceux avec qui Obama a travaillé. Tous les deux, à l'époque, ont une vingtaine d'années. Ils ont partagé de nombreuses confidences et discussions sur ce que vivait Obama dans ses communautés. Il cherchait à quelle communauté religieuse cela avait du sens pour lui d'appartenir. C'est à ce moment qu'on a parlé ensemble de ce que voulait dire adhérer à une église. C'était un temps de découverte pour lui. Trouver sa voie, comment utiliser les dons qu'il avait reçus. C'était vraiment un terrain d'apprentissage. Il dit lui-même que c'est la meilleure éducation qu'il ait jamais eue. Je pense qu'il s'est vraiment formé ici. Pour poursuivre cette quête personnelle et spirituelle, Obama se cherche un mentor.
À l'époque, Alvin Love est un peu trop jeune. Obama choisit de rejoindre l'une des plus anciennes églises noires de Chicago et de cultiver une amitié avec celui qui la dirige, le pasteur Jeremiah Wright. L'église de la Trinité rassemble le dimanche toute l'élite noire autour de ce pasteur virulent. Ils veulent que nous chantions « Dieu bénisse l'Amérique ». Non, 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 pas « Dieu bénisse l'Amérique », que Dieu maudisse l'Amérique. C'est dans la Bible, parce qu'elle tue des enfants innocents, que Dieu maudisse l'Amérique, parce qu'elle traite ses citoyens comme des sous-hommes, que Dieu maudisse l'Amérique. Une vidéo apparue en pleine campagne électorale. Barack Obama a-t-il assisté aux sermons enflammés de son pasteur? Les approuve-t-il? Pressé de questions, le candidat va y répondre dans un discours fondateur où il critique son ami sans le renier. Je ne peux pas plus le renier que je ne peux renier la communauté noire. Je ne peux pas plus le renier que je ne peux renier ma grand-mère blanche. Une femme qui m'a élevé, une femme qui a fait tant de sacrifices pour moi, une femme qui m'aime plus que tout au monde, mais aussi une femme qui m'avouait sa peur des Noirs qu'elle croisait dans la rue et que, plus d'une fois, j'ai entendu faire des remarques racistes qui m'ont répugné. Ces personnes font partie de moi et elles font aussi partie de l'Amérique. Ce pays que j'aime. Obama a rompu finalement avec son mentor. C'est un homme accompli sur le plan personnel qui entrera à la Maison-Blanche dans quelques jours. Mais Barack Obama aura effectué quelques détours pour concilier les deux parties de lui-même, parfois si contradictoires, et dessiner sa personnalité en noir et blanc.